pendant que je la distraite, tu vas chez elle changer les serrures. » Ces mots m'ont frappé les oreilles comme un murmure venimeux au milieu de mon déjeuner d'anniversaire. Jessica, ma fille, se penchait sur la table, parlant directement à l'oreille de Greg, son mari. Il pensait que je ne pouvais pas les entendre au sujet du murmure des conversations et du clinking de l'argenterie. Il pensait que j'étais trop occupé à couper mon gâteau au chocolat, souriant pour les photos. Ashley n'arrêtait pas d'insister pour prendre sous tous les angles. Mais je les ai entendus, et le plus terrible n'était pas la trahison elle-même. C'est comme ça qu'ils l'ont dit. Comme quelqu'un qui commande du café ou qui parle de la météo, comme si je sortais de chez moi. La seule chose que j'avais construite de mes propres mains pendant 40 ans était aussi simple que de changer la chaîne à la télévision. Greg a hurlé. J'ai vu ses yeux tourner vers moi pendant une fraction de seconde, en vérifiant que je n'avais rien remarqué. Puis il s'est levé de la table avec une excuse. Je ne me suis même pas inscrit. Quelque chose à propos d'aller à la banque et de faire des courses urgentes bientôt. Jessica a souri et a serré ma main sur la nappe blanche. Maman, tu es radieuse aujourd'hui. 70 ans et vous avez 50 ans. Des mensonges enveloppés de compliments bon marché. Je l'ai vu marcher dans le couloir du restaurant, tirer ses clés de voiture de sa poche, et regarder notre table une dernière fois. Jessica a élevé son verre de vin dans un toast silencieux, un code entre eux, un signal que tout était en mouvement. 50 minutes. C'est le temps qu'il lui a fallu pour revenir. Pendant ce temps, Jessica s'est concentrée sur me divertir avec un dévouement presque théâtral. Elle m'a montré des photos de mes petits-enfants sur son téléphone, même si je les vois chaque semaine. Elle m'a posé des questions sur ma santé, si j'avais rempli mes ordonnances, si j'avais besoin d'aide pour mes achats mensuels. Chaque question était une distraction calculée. Chaque sourire est un masque parfaitement répété. Ashley, ma nièce, était aussi à table. Elle ne savait rien. C'était évident. Elle parlait avec enthousiasme de son nouveau travail, d'un voyage qu'elle planifiait aux Bahamas. Innocent et odieux à l'interprétation de la pièce devant elle. J'ai joué le jeu. J'ai hurlé. J'ai ri au bon moment, j'ai goûté chaque plat qu'ils ont apporté. À l'extérieur, j'étais l'agréable grand-mère célébrant une autre année de vie. À l'intérieur, chaque seconde semblait une éternité. Chaque minute, un rappel qu'à cet instant précis, quelqu'un essayait de me voler tout. Mais Jessica ne savait rien. Quelque chose que Greg allait découvrir très bientôt. Quand il est finalement revenu, son visage a tout dit. Il est entré dans le restaurant comme un fantôme, sa peau si blanche qu'elle semblait. Ses mains tremblaient visiblement alors qu'il saisit l'arrière de sa chaise. Son front était parsemé de sueur malgré la climatisation qui maintient l'endroit au frais. Jessica s'est levée immédiatement. Alarmée, que s'est-il passé? Pourquoi as-tu pris si longtemps? Greg m'a regardé. Puis il a regardé Jessica. Puis il m'a regardé. Dans ses yeux, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu. Une vraie peur mêlée à l'incrédulité. Il ouvrit la bouche 2 fois avant que les mots n'arrivent étouffés et pensés. Quelque chose a mal tourné. Ta mère, la maison. Il s'est effondré dans la chaise comme si ses jambes avaient été abandonnées. Jessica s'est penchée d'urgence, essayant de garder sa voix baissée pour Ashley et je n'entendrai pas. Mais je faisais attention. Très attentivement. Comment ça? Tu as fait ce que nous avions convenu ou pas? J'y suis allé, Jessica. Je suis allé avec le serrurier que vous avez engagé. Mais quand nous y sommes arrivés, il s'est arrêté, les mains sur le visage dans un geste de désespoir absolu. La maison n'est plus au nom de ta mère. Il y a de nouveaux propriétaires. Les gens y vivaient. Ils m'ont montré les papiers, tous légaux, tous signés devant un notaire. La vente a fermé il y a 3 semaines. Le silence qui suivit était assourdissant. Jessica a gelé son verre à moitié sur ses lèvres. J'ai vu son cerveau traiter l'information, ses yeux s'évanouissant frénétiquement, essayant de comprendre l'impossible. Puis lentement, son regard s'est posé sur moi. J'étais toujours souriante, calme, sereine. J'ai pris une gorgée d'eau minérale et j'ai posé le verre doucement sur la table. Ashley parlait encore de ses plans de voyage, ignorant complètement la tempête qui venait de éclater en silence devant elle. La voix de Jessica était contrôlée, mais je sentais la tension vibrer sous chaque syllabe. Vous avez vendu la maison? Oui, chérie. Je l'ai vendue. Il n'y avait pas besoin de mentir, pas besoin de s'excuser. C'était ma maison, ma propriété.
Le résultat de 40 années de travail en tant qu'infirmière à l'hôpital général des postes de nuit qui a détruit mon dos de sacrifice qu'elle n'a jamais connu parce que je me suis assuré qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Quand? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit il y a 3 semaines? Et je n'avais rien à te dire. Je n'avais pas besoin de votre permission. Greg était encore pâle, regardant en avant et en arrière entre Jessica et moi, comme s'il regardait un accident de voiture au ralenti. Jessica, cependant, commençait à récupérer sa couleur, mais ce n'était pas un rose sain. C'était le rouge profond de la fureur contenue. Cette maison était notre héritage. C'était la seule chose que tu allais nous laisser. Cette maison était à moi, Jessica. La mienne, pas la tienne, pas celle de Greg. La mienne. Les mots ont été plus fermes que prévu. Ashley a finalement cessé de parler et nous a regardés tous, sa confusion évidente. Vous pourriez sentir les yeux des tables voisines tourner discrètement vers nous. Et où comptez-vous vivre? La question de Jessica était dégoulinante de sarcasme. Où as-tu vendu ton avenir aussi? J'ai un nouvel appartement, plus petit, plus confortable, plus facile à entretenir dans un immeuble avec une sécurité 24 heures sur 24. J'ai déjà déménagé il y a 2 semaines, et l'argent de la vente, il est dans un compte d'investissement, bien protégé, gagnant des intérêts qui me laisseront vivre le reste de mes jours avec dignité. Jessica se leva si brusquement, sa chaise grattait contre le sol en bois. Greg a essayé de l'arrêter, mettant une main sur son bras, mais elle l'a balancé. Tu sais ce que tu viens de faire? Vous savez comment vous nous avez trahis? L'ironie de ces mots aurait été drôle si ce n'était pas si pathétique. Elle m'accusait de trahison quand, 50 minutes plus tôt, elle avait envoyé son mari voler ma maison. Je n'ai trahi personne, Jessica. J'ai protégé ce qui était à moi. Pour comprendre comment j'en suis arrivé à ce moment, assis dans un restaurant, regardant ma propre fille s'effondrer devant moi. Et ne pouvait pas avoir de visiteurs. Un autre mensonge à ajouter à sa collection. Ça ne te rend pas triste, tante? Ce sont tes petits-enfants. Ça me rend triste qu'ils soient élevés par quelqu'un qui apprécie plus l'argent que la famille, mais je ne peux pas les sauver de ça. Je ne peux que me sauver. Ma vie dans l'appartement s'est installée dans une routine confortable et prévisible. Je me suis réveillé tôt, j'ai bu du café, j'ai regardé le lever du soleil sur la ville. Je suis allé faire des promenades dans le parc où j'avais fait des amis d'autres femmes de mon âge qui avaient également choisi l'indépendance plutôt que le faux confort de dépendre de leurs enfants. L'un d'eux, Brenda Edwards, m'a raconté sa propre histoire un après-midi sur le thé dans son appartement. Son fils avait essayé de la mettre dans une maison de retraite pour obtenir sa maison. Elle s'était battue légalement et vivait maintenant dans le même immeuble que moi, 3 étages plus haut. Nos enfants ont grandi à une époque où tout leur a été remis. Elle m'a dit qu'ils ne comprenaient pas la valeur du sacrifice parce qu'ils n'avaient jamais eu à en faire. Et quand ils voient qu'on a quelque chose, ils ne pensent pas à travailler pour l'obtenir. Ils pensent à la façon de nous l'apprendre. Elle avait raison. Nous avions travaillé si dur pour leur donner une vie meilleure que nous avons oublié de leur apprendre à valoriser l'effort qui l'accompagne. Avec l'argent de la vente de ma maison après avoir payé tous les frais juridiques et mis en place mes investissements, j'ai été laissé avec 155 000 $ bien protégés. L'intérêt a généré environ 600 $ par mois, ce qui a ajouté à ma pension de $200 m'a donné $800 par mois, plus que suffisant pour vivre confortablement. J'ai signé des cours de peinture au centre communautaire. J'ai découvert que j'avais un talent pour les paysages, surtout pour capturer la lumière du coucher du soleil sur les montagnes entourant la ville. Mes peintures ont commencé à décorer les murs de mon appartement, remplaçant les vieilles photos d'une famille qui n'existait plus comme je l'imaginais. 1 an après l'audience, j'ai reçu une lettre. C'était de Jessica. L'écriture était la même que celle que je connaissais depuis qu'elle a appris à écrire enfant, mais les mots étaient d'une femme que je ne reconnais plus. Maman, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit après tout ce qui s'est passé, mais Greg et moi avons de sérieuses difficultés financières. Les enfants ont besoin de fournitures scolaires, de nouveaux uniformes. Je ne vous demande pas en tant que votre fille, mais en tant que mère de vos petits-enfants, d'envisager de nous aider. Juste cette fois. Juste cette fois. Le même mot qu'elle avait utilisé des dizaines de fois. C'est une fois de plus. Et un autre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'ai déchiré la lettre sans y répondre. 2 mois plus tard, Ashley m'a dit que Jessica avait obtenu un emploi à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet dentaire.
que Greg avait finalement commencé à vendre l'assurance plus sérieusement forcé par la nécessité réelle au lieu d'ambition vague. Qu'ils apprenaient à vivre lentement avec ce qu'ils avaient au lieu de ce qu'ils attendaient d'hériter. Tu crois qu'elle va s'excuser? Ashley m'a demandé. Je ne sais pas. Et honnêtement, ça n'a plus d'importance. Je n'ai pas besoin de ces excuses pour vivre en paix. J'ai trouvé cette paix toute seule sans rien attendre de personne. À mon 71e anniversaire, Ashley a organisé une petite fête dans mon appartement. Brenda et 3 autres amis du bâtiment sont venus. Nous avons mangé du gâteau au chocolat, bu du vin et ri, rappelant nos batailles légales et familiales comme de vieux guerriers comparant des cicatrices de vieille guerre. Pour nous, Brenda a grillé, en levant son verre. Aux femmes qui ont refusé d'être invisibles, qui se sont battues pour ce qui leur appartenait, qui ont choisi la dignité plutôt que le confort. Pour nous, nous avons tous répété. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, je me suis tenu près de la fenêtre en regardant les lumières de la ville. 71 ans. 43 ans depuis que je suis veuve. 70 ans d'apprentissage que le vrai amour n'est pas montré avec de jolis mots, mais avec un vrai respect. Cette famille n'est pas seulement qui partage votre sang, mais qui respecte vos décisions. Que vieillir ne signifie pas devenir invisible ou incapable. Cela signifie accumuler assez de sagesse pour savoir quand se protéger. J'ai pensé à la maison que j'ai construite, aux briques que j'ai posées une par une, aux murs qui ont vu ma fille grandir. J'ai pensé à ce que je craignais de le perdre, à ce que cette peur m'a presque paralysé. Et j'ai pensé à comment à la fin perdre c'est ce qui m'a sauvé. Parce que j'ai découvert que ce qui comptait vraiment n'était pas dans ces murs. C'était en moi. Dans ma capacité de me lever encore une fois. Dans ma détermination à ne laisser personne, ni même mon propre sang, me dépouiller de ma dignité. J'ai touché le verre froid de la fenêtre avec mes doigts. 71 ans et j'apprenais à vivre pour moi. Il n'était pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour choisir votre propre paix. Mon téléphone a bourdonné. C'était un message d'Ashley avec une photo de mes petits-enfants, belles, souriantes, ignorant toutes les batailles qui avaient été menées en leur nom. Peut-être qu'un jour quand ils étaient plus âgés, ils comprendraient. Peut-être qu'ils viendront me chercher et que je leur raconterai cette histoire. Je leur apprendrai qu'aimer quelqu'un ne signifie pas se sacrifier jusqu'à ce que tu disparaisses. Ou peut-être pas. Peut-être que cette histoire finirait ici dans cet appartement avec une femme de 71 ans regardant par la fenêtre tenant un verre de vin, se sentant plus libre que ce qu'elle avait ressenti depuis des décennies. Et ça suffit. Plus qu'assez. C'était tout. Je dois remonter 42 ans, à l'époque où j'avais 28 ans et venais d'être veuve avec une fille de 3 ans dans mes bras. Robert est mort dans un accident de construction. Un faisceau mal sécurisé, une surveillance de 5 secondes, et mon monde entier s'est effondré. Il ne m'a laissé qu'une dette et un loyer qui étaient dus en 2 semaines. L'assurance de l'entreprise a pris des mois à traiter. Et quand il est arrivé, il a à peine couvert les funérailles et les factures médicales que nous avions accumulées pendant qu'il mourait à l'hôpital. Je me souviens être assis sur le sol de notre chambre louée avec Jessica endormie sur mes genoux, regardant les 3 billets de $20 laissés dans mon portefeuille. $60 entre nous et la rue. J'ai un travail d'infirmière à l'hôpital général le lendemain. Je n'avais pas de diplôme. J'avais à peine fini le lycée. Mais le superviseur a vu quelque chose dans mes yeux. Le désespoir ou la détermination. Elle m'a mis au travail des instruments de nettoyage et des draps pour $5 de l'heure. Jessica a grandi dans les salles d'attente de cet hôpital. Elle a fait ses devoirs pendant que j'ai fini mes quarts de nuit. Elle a appris à lire entourée par l'odeur du désinfectant et des couloirs blancs sans fin. À l'âge de 8 ans, elle savait déjà prendre ma commande de la cafétéria et la porter au poste d'infirmière sans verser de gouttes. Je travaillais 16 heures par jour, 2 quarts, 3 quarts quand il leur offrait. Chaque dollar supplémentaire signifiait une brique de plus pour avoir quelque chose de notre propre. J'ai gardé l'argent dans une boîte à biscuits cachée sous mon matelas parce que je ne faisais pas confiance aux banques. En 3 ans, j'ai économisé $1,200. Avec cet argent, j'ai acheté un terrain, un morceau de terre sans service public à la périphérie de la ville, si bon marché, le vendeur a ri quand j'ai demandé si le prix était réel. Madame, il n'y a pas d'eau ni d'électricité, juste de la terre et des rochers. Je m'en fiche. C'était le mien. J'ai engagé un constructeur qui a accepté de me laisser le payer chaque semaine. Dimanche après dimanche, je suis allé voir monter les murs de notre future maison. Jessica est venue avec moi, sa poupée préférée dans ses bras,
assise sur des tas de briques pendant que je me disputais avec le contremaître pour chaque centime dépensé. Il nous a fallu 4 ans pour le terminer. 4 ans de sacrifice que Jessica n'a jamais vraiment compris parce qu'au moment où nous avons emménagé, elle avait 12 ans et se souvenait seulement de vivre en location. Pour elle, la maison était là où nous habitions. Pour moi, c'était le résultat du sang, de la sueur et des nuits sans sommeil. J'ai réussi à brancher l'électricité en payant des pots de vin qui ont blessé mon âme. L'eau est venue 2 ans plus tard quand la ville a finalement étendu les tuyaux à notre région. À ce moment-là, j'étais infirmière autorisée. J'avais étudié la nuit en transportant des livres à l'hôpital, en volant des heures du sommeil dont mon corps avait désespérément besoin. Mon salaire est passé de 5 $ de l'heure à 9, puis à 12. À 40 ans, je gagnais 15 $ l'heure et je travaillais 60 heures par semaine. 900 $ par mois pour les services de restauration du lycée privé de Jessica parce que je voulais qu'elle ait ce que je n'ai jamais eu. Elle n'a jamais eu faim. Elle ne portait jamais de vêtements d'occasion. Elle n'a jamais eu à choisir entre des cahiers et de nouvelles chaussures. Je m'en suis assuré, même si ça voulait dire que mes propres chaussures avaient des trous dans la semelle, et que l'uniforme de mon infirmière était mélangé à des endroits que personne ne pouvait voir. Quand Jessica a 18 ans et a annoncé qu'elle épouserait Greg, un vendeur d'assurance qu'elle venait de rencontrer, j'ai essayé de raisonner avec elle. Attendez, chérie. Finissez d'abord l'université. Prenez quelque chose avant de vous lier à quelqu'un. Mais elle était amoureuse, ou ce qu'une jeune fille de 18 ans pense, c'est de l'amour, et il n'y avait aucune conviction. J'ai payé pour le mariage. 3000 $ j'avais sauvé pour réparer le toit de la maison, qui a fui chaque fois qu'il pleuvait dur. Mais c'était ma seule fille, et je voulais la voir heureuse. Donc, j'ai dépensé chaque centime sur une robe blanche, une salle décorée, et un repas pour 120 invités. Greg s'est avéré être exactement ce qu'il semblait être, un homme médiocre avec de grands rêves et de petites capacités. Il a vendu une assurance quand il y avait des clients et quand il n'y en avait pas, ce qui a été la plupart du temps qu'il vivait hors salaire de Jessica. Elle avait un emploi de réceptionniste dans une clinique dentaire. Ils avaient 2 enfants. Mes petits-enfants, que j'aimais dès leur naissance, mais élever 2 enfants avec un salaire était impossible. Alors, j'ai aidé. J'ai toujours aidé. 50 $ ici, 100 ici. J'ai payé les fournitures scolaires, les uniformes, les visites de médecins quand ils sont tombés malades. Jessica n'a jamais dit merci. Elle vient de tenir sa main, et j'ai rempli le vide avec des factures qui représentaient des heures de ma vie, je ne reviendrai jamais. Mais la maison était toujours à moi. Ce n'était jamais pour discuter. C'était à mon nom, payé avec ma brique en sueur par brique avec mes propres décisions et sacrifices jusqu'à ce que Richard arrive. Pas mon mari, Robert, qui avait été enterré pendant des décennies. Le frère de Robert, Richard, mon beau-frère. Il avait disparu de notre vie quand son frère est mort et n'a réapparu que 35 ans plus tard avec un avocat et un procès. Il a revendiqué la terre où j'ai construit ma maison avait été achetée à l'origine par son père, le beau-père que je savais à peine, que techniquement l'héritage n'avait jamais été légalement divisé entre les frères, et que donc 50% de cette propriété lui appartenait. Il est arrivé avec des papiers jaunes avec des timbres qui semblaient légitimes avec un avocat qui parlait en termes techniques conçus pour confondre et effrayer. Il m'a demandé de vendre la maison et de lui donner la moitié de l'argent ou de lui payer 50 000 $ pour sa part. 50 000 $ que je n'avais pas. J'ai passé 2 ans au tribunal. 2 ans à payer un avocat avec chaque centime que je pourrais gratter ensemble. 2 ans, dormir 3 heures par nuit, travailler des équipes supplémentaires pour couvrir les frais juridiques qui ont augmenté chaque mois comme une maladie incurable. Pendant ce temps, Jessica est restée étrangement calme. Elle n'a pas offert d'aide financière. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais faire face émotionnellement. Elle est venue toutes les 2 semaines pour poser des questions sur l'affaire, sur ce que les avocats disaient sur les chances que je perde la maison. Maintenant je comprends pourquoi elle était si intéressée. Le juge a finalement statué en ma faveur. Les papiers de Richard étaient de gros faux. La terre avait été légalement achetée par moi avec mon argent sans aucune implication de la famille de mon défunt mari. La décision était claire. La propriété était à 100% la mienne sans dette ni obligation envers personne. Mais le processus m'a coûté 32 000 $ en frais juridiques. Ça m'a coûté 2 ans de ma vie. Cela m'a coûté ma santé alors que j'ai développé l'hypertension due au stress constant. Et ça m'a coûté quelque chose de plus précieux. Ça m'a coûté de voir la vraie nature de ma fille.
Parce que quand le juge a rendu le verdict et que je suis sorti de la salle d'audience en pleurant avec soulagement, Jessica ne m'a pas embrassé. Elle n'a pas célébré avec moi. Elle m'a regardé avec quelque chose dans ses yeux qui m'a pris des semaines pour m'identifier. C'était une déception. La déception que j'avais gagnée. Que la maison était encore à moi. Parce que son plan tranquille de l'hériter avait bientôt disparu devant un juge qui reconnaissait la vérité. Les mois qui ont suivi la victoire légale étaient étranges. Jessica a commencé à visiter plus souvent, mais ses visites avaient un but que j'étais lent à comprendre. Elle arrivait avec Greg le dimanche après-midi, toujours avec une excuse. Les enfants voulaient voir grand-mère. Ils étaient juste dans le quartier. Ça faisait longtemps qu'on avait partagé un repas. Mais je remarque des choses, peu de détails qu'une mère apprend à repérer après des décennies de connaître son enfant. La façon dont ses yeux scrutent les pièces comme si on faisait l'inventaire de chaque meuble. Comment Greg se demandait occasionnellement la valeur de la propriété maintenant que le quartier s'était amélioré. Les conversations qui se sont terminées brusquement quand je suis entré dans le salon. Un après-midi, pendant que je faisais du café dans la cuisine, je les ai entendus parler sur le patio. La fenêtre était ouverte et leur voix portait clairement. Elle a 70 ans, Greg. Elle ne vivra pas éternellement. C'était la voix de Jessica chargée d'une froideur qui a refroidi mon sang. Je sais, mais on ne peut pas attendre. Greg semblait mal à l'aise, comme il le faisait toujours face à des réalités désagréables. Pourquoi pas? C'est notre héritage légitime. Je suis son unique enfant. Tout cela sera à nous. Finalement, ça ne nous aide pas. Les enfants ont besoin d'une plus grande maison maintenant. Nous avons besoin de cet argent maintenant. Nous payons un loyer quand nous pourrions vivre ici. Je sais. Crois-moi, je sais. Mais je ne peux pas lui demander de me donner la maison. On vient de sortir d'un procès où elle s'est battue comme une lionne pour le garder. Alors convainquez-la de la vendre et de vous donner l'argent ou de le mettre à votre nom. Dis-lui que c'est pour la protéger des futurs problèmes juridiques. Il y avait un long silence. Puis Jessica a reparlé, sa voix calculant réfléchie. Ça pourrait marcher, mais je devrais le faire progressivement. Convainc-la d'abord de vivre avec moi pendant quelques mois que la maison est trop grande pour elle seule. Alors suggère qu'elle le loue en attendant et enfin quoi? Pour finir, faites-lui comprendre que la chose raisonnable à faire est de la transférer à mon nom pour son propre bien, pour sa sécurité. J'ai versé le café avec des mains tremblantes. Chaque mot était un coup silencieux. Ce n'était pas le fait qu'il voulait la maison qui me faisait mal. C'était la manipulation. La froideur avec laquelle ils ont prévu de me désarmer pièce par pièce. Je suis sorti au patio avec le plateau de café et des biscuits, souriant comme si je n'avais rien entendu. Ils ont souri, aussi, pris leur tasse, parlé du temps, et les petits-enfants. Des acteurs parfaits dans une pièce que je venais de découvrir étaient en cours d'exécution depuis des mois. Les semaines suivantes ont confirmé mes soupçons. Jessica a commencé à faire des commentaires sur combien je dois être seul dans une grande maison. Maman, tu as 4 chambres et tu n'en utilises qu'une. Tu ne crois pas que c'est un gaspillage? Greg a mentionné des articles qu'il avait lus sur des personnes âgées ayant des accidents dans des maisons de 2 étages. Les escaliers sont dangereux à votre âge, Déborah. Une chute et tu pourrais finir à l'hôpital. Sujet âgé. Ce mot a commencé à apparaître fréquemment dans leur conversation. Comme si mes 70 ans m'avaient automatiquement transformé en quelqu'un d'incapable de prendre soin d'elle. Comme si avoir des cheveux gris et des rides signifiait que mon cerveau avait cessé de fonctionner. Un soir, Jessica est arrivée avec un dossier rempli de brochures. Regarde, maman, j'ai fait des recherches sur des communautés de seniors, de beaux endroits où vous auriez des activités d'entreprise, des infirmières disponibles 24 heures sur 24. J'ai pas besoin d'infirmière. Je suis infirmière. Mais tu vieillis. Et ces endroits sont merveilleux. Regarde celui-là. Il a des jardins, une salle de bal, même des cours de yoga. Et combien coûte ce paradis? C'est un investissement de 4 000 $ par mois. Mais si tu vends la maison, tu en auras assez pour que je ne vende pas ma maison pour m'enfermer dans une maison de retraite de luxe, Jessica. Son visage s'est endurci pendant une fraction de seconde avant qu'elle retrouve son sourire doux et inquiet. Ce n'est pas une maison de retraite, maman. C'est une communauté. Et je ne dis pas ça maintenant. Considérez ça pour votre bien. Pour mon bien. Ces 4 mots sont devenus le refrain constant de chaque conversation.
Tout était pour mon bien. C'était pour mon bien. Vendre la maison, c'était pour mon bien. Signer des papiers qu'il ne voulait même pas me laisser lire complètement, c'était pour mon bien. Greg a essayé une autre approche. Il a commencé à me parler des investissements sur la façon dont l'argent attaché dans une maison ne gagne pas d'intérêt. Vous pourriez vendre, investir l'argent et vivre des revenus. $600, $700 par mois sans lever un doigt. J'ai déjà ma pension de l'hôpital. $1200 par mois. Ça suffit. Mais avec plus d'argent, vous pourriez voyager, vous soigner, profiter de votre vieillesse. Vieillesse, un autre mot qui apparaît bien trop souvent, toujours chargé d'implications d'incapacité, de besoin de supervision, de dépendance. Mais ce qui m'a vraiment ouvert les yeux était une conversation que j'ai entendue par hasard 3 mois avant mon anniversaire. Je suis allé chez Jessica pour déposer un pull que j'avais tricoté pour mon plus jeune petit enfant. J'ai sonné, mais personne n'a répondu. Même si la voiture de Greg était dans l'allée, la porte était légèrement un pot, alors je l'ai poussé ouvert, appelant leur nom. Leur voix venait de l'étude. Ils étaient au téléphone avec quelqu'un qui avait un ton froid et professionnel. Donc, ce que vous suggérez, c'est qu'on attende qu'elle ait un problème de santé qui l'empêche temporairement. C'était la voix d'un homme plus âgé, probablement un avocat. Exactement, Greg a répondu. Un accident, une hospitalisation, quelque chose qui justifie son besoin d'aide pour gérer ses affaires. À ce moment-là, vous demanderiez une tutelle temporaire, en présentant la preuve qu'elle ne peut prendre de décision pour elle-même. Mais est-ce légal? Jessica a demandé. Elle va très bien maintenant. Lucide, indépendante. C'est pourquoi j'ai dit qu'un juge pourrait vous accorder une tutelle de 6 mois renouvelable selon la santé de votre mère. Pendant ce temps, vous auriez le pouvoir légal de vendre des propriétés, de gérer des comptes bancaires, de prendre des décisions médicales. Et si elle s'y oppose? Si vous pouvez démontrer qu'elle n'est pas dans une condition pour s'opposer rationnellement, son objection n'aurait pas de poids légal. Vous auriez besoin d'évaluations psychologiques, de témoignages de voisins sur un comportement erratique, ce genre de choses. Comportement erratique que nous pourrions suggérer, Greg a dit lentement. Je n'ai pas suggéré cela, mais disons simplement que si plusieurs voisins faisaient état de préoccupations concernant l'oubli, la confusion, la négligence personnelle, cela renforcerait votre cas. Et quels seraient vos honoraires? $5000 à l'avance, un autre $5000 lorsque la tutelle est accordée, soit $10 000 au total, que vous pourriez facilement récupérer de la vente du bien. J'ai quitté cette maison sans faire de bruit, le pull toujours dans mes mains et mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait éclater de ma poitrine. J'ai marché dans les 4 rues de chez moi parce que je n'avais pas confiance en mes jambes pour conduire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assis dans mon salon en regardant les murs que j'avais regardés être construits, en pensant à chaque sacrifice que j'avais fait pour y arriver, et en pensant à la façon dont ma propre fille prévoyait de tout arracher en utilisant les lois mêmes qui étaient censées me protéger. J'ai pas pleuré. Pleurer était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Au lieu de ça, j'ai commencé à planifier. Le lendemain, j'ai engagé un autre avocat. Je ne lui ai pas parlé de la conversation que j'avais entendue. Je viens de dire que j'avais besoin de protéger mes biens des conflits futurs potentiels. Il a recommandé plusieurs options. Une fiducie de vente avec un domaine de vie ou simplement de vente et de réinvestissement de l'argent dans quelque chose de plus liquide et protégé. J'ai choisi de vendre. La décision de vendre n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Cette maison représentait toute ma vie d'adulte. Chaque coin garde des souvenirs qui font mal au toucher. La tache de peinture sur le mur du couloir où Jessica avait essayé de dessiner des papillons à l'âge de 6 ans. La marque sur le cadre de la porte de la cuisine où je mesurais sa hauteur chaque anniversaire jusqu'à ce qu'elle ait 15 ans et refusait de continuer la tradition enfantine. Le jardin que j'avais cultivé de mes propres mains, où les roses que Robert aimait avant sa mort, poussaient encore. Mais les souvenirs ne paient pas les avocats corrompus. Les sentiments n'arrêtent pas les filles ambitieuses. J'ai engagé un agent immobilier, un collègue de l'hôpital recommandé. Elle s'appelait Emily Warren, une femme dans la cinquantaine aux yeux aiguisés et une façon directe de parler que j'aimais immédiatement. Madame Garza, cette propriété vaut entre $180 et $200 000 sur le marché actuel. Le quartier s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Je peux te donner un bon prix. J'ai besoin qu'il soit rapide et discret. Emily m'a regardé avec cette expression que les femmes obtiennent quand elles ont vu assez du monde pour ne pas poser de questions inutiles. Je comprends.
Problèmes familiaux. Tu pourrais dire ça. Je l'ai déjà vu. Les enfants qui s'intéressent soudainement au bien-être de leurs parents lorsqu'ils sentent un héritage. Ne vous inquiétez pas, je peux le vendre dans 3 semaines si vous acceptez un prix équitable. Combien? Il y a un jeune couple qui regarde dans cette zone. Ils sont prêts. Ils ont juste besoin de la bonne maison. Le vôtre est parfait. 3 semaines. C'était combien de temps j'ai dû démonter 40 ans de ma vie et recommencer à zéro. Pour emballer chaque objet, chaque photographie, chaque morceau de mon histoire dans des boîtes qui iraient dans un endroit que je ne connaissais pas encore. Fais-le. On a signé les papiers cet après-midi. Émilie a expliqué chaque clause, chaque terme juridique, en m'assurant de comprendre exactement ce que je faisais. La vente serait en espèces, sans financement, ce qui signifie qu'elle pourrait fermer en moins d'un mois une fois que nous aurons trouvé le bon acheteur. « Et où comptez-vous déménager ?» demanda-t-elle en mettant les documents dans sa mallette. Je ne sais pas encore. Je dois trouver quelque chose de petit, sûr, où personne ne sait où je suis. Je connais un immeuble en ville, des appartements pour personnes âgées, mais ce n'est pas une maison de retraite. Ce sont des appartements indépendants avec une sécurité 24h24, des caméras, un portier. Beaucoup d'infirmières à la retraite y vivent. Je pourrais t'offrir une chambre pour $900 par mois. Je peux le voir aujourd'hui. Nous sommes allés le même après-midi. Le bâtiment était moderne, 6 histoires avec une façade propre et un petit jardin bien entretenu à l'entrée. Le portier a salué Émilie par son nom. Elle avait clairement amené des clients ici avant. L'appartement au 3e étage était vide et sentait la peinture fraîche, un petit salon avec une fenêtre face à la rue, une cuisine intégrée avec de nouveaux appareils, une chambre assez grande pour mon lit et un placard, et une salle de bain complète avec des barres de sécurité déjà installées. C'est parfait. Tu ne veux pas y penser. Il n'y a rien à penser. Je le prends. J'ai signé le bail le même jour. J'ai payé 3 mois d'avance avec l'argent que j'avais économisé. $2700 ça fait mal de prendre mon compte, mais c'était un investissement dans ma liberté. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai vécu une double vie. Le jour, j'étais toujours la Déborah que Jessica connaissait, la mère disponible, l'agréable grand-mère, la femme âgée qui aurait besoin d'aide pour tout. La nuit, j'ai emballé en secret. Vêtements, documents importants, photographies, quelques objets sentimentaux que je ne pouvais laisser derrière moi. Jessica a continué à visiter de plus en plus souvent. Toujours avec Greg, toujours avec ce regard d'inquiétude je reconnus comme complètement faux. Ils m'ont apporté de la nourriture que je n'avais pas demandé. Proposé pour faire des réparations sur la maison qu'ils n'avaient pas besoin de faire, demandé constamment sur ma santé. Maman, tu as l'air fatiguée. Tu dors bien? Parfaitement, chérie. C'est juste que j'ai remarqué que tu es distrait dernièrement. Vous m'avez appelé hier et m'avez dit la même chose 2 fois. Vraiment? Je ne me souviens pas. Je mentais. Je savais exactement ce qu'elle faisait. Elle créait son récit documentant les symptômes qu'ils utiliseraient plus tard contre moi. Chaque visite était un enregistrement mental de prétendues lacunes de mémoire, confusion, signes de déclin cognitif qui n'existaient que dans son imagination pratique. Greg prenait des photos. Il pensait que je n'avais pas remarqué, mais je l'ai vu sortir son téléphone et capturer des images de l'intérieur de la maison. Les meubles, les chambres, tout ce qu'il réclamerait plus tard dans le cadre de l'héritage familial qui doit être préservé. 2 jours avant la clôture de la vente, Jessica est arrivée avec une proposition. Maman, Greg, et moi avons réfléchi, que diriez-vous de venir vivre avec nous pendant quelques mois juste pour essayer? Tu pourrais rester dans la chambre d'amis. Vous auriez de la compagnie. Tu n'aurais pas à t'inquiéter pour la maison. Et qu'arriverait-il à cette maison en attendant? On pourrait le louer, obtenir un revenu supplémentaire qui serait bon pour vous. Je me chargerai de trouver des locataires fiables, de récupérer le loyer, tout. Tu devrais juste aimer être avec ta famille. C'était tellement évident que ça faisait mal. Une fois que je vivais avec eux, une fois la maison louée au nom de Jessica, ce ne serait qu'une question de temps avant qu'ils ne trouvent un moyen de me la prendre en permanence. Un papier signé ici, une prétendue urgence médicale là-bas, et je perdrais tout sans même le réaliser jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Laisse-moi y réfléchir. Il n'y a pas grand-chose à penser, maman. C'est pour ton bien. C'était encore là. Pour mon bien, comme si j'étais incapable de savoir ce qui était le mieux pour moi. Donne-moi une semaine.
Une semaine alors. Mais réfléchis sérieusement. Tu n'es plus apte à vivre seule, maman. À ton âge, tout pourrait arriver. Ils sont partis cette nuit-là et j'ai fini les boîtes d'emballage et d'autres boîtes d'une vie entière réduites au carton et au ruban adhésif. J'ai engagé une petite entreprise de déménagement, qui ne pose pas de questions et travaille pour de l'argent. Je leur ai payé $300 pour tout déplacer dans le nouvel appartement un jour où je savais que Jessica serait au travail. La vente a fermé un mardi après-midi au bureau du notaire. Les acheteurs, Chris et Brenda Foster, étaient exactement ce qu'Emily avait promis. Jeunes professionnels avec un bébé en route, à la recherche de leur première maison. Ils avaient les yeux brillants des gens qui venaient de commencer, le même espoir que j'avais eu il y a 40 ans quand j'ai acheté ce terrain vide. Nous allons prendre soin de votre maison, Madame Garza, Brenda a dit avec sincérité. On peut sentir tout l'amour dans chaque coin. J'ai failli pleurer. Presque. Mais j'ai tenu ferme, souri, et signé chaque journal que le notaire a mis devant moi. Le virement a frappé mon compte pendant qu'on était encore au bureau. $185 000, moins la commission d'Emily, moins les frais de clôture. On m'a laissé $172 000 propres. Que comptez-vous faire avec l'argent? Le notaire demande alors qu'il estampille les documents finaux. Investi dans quelque chose qui me donne la paix. Le même après-midi, j'ai ouvert 3 comptes différents. Un compte d'investissement à long terme qui générerait des intérêts modestes mais sûrs. Un compte d'épargne d'urgence avec $50 000 que personne ne pouvait toucher sans mon autorisation physique personnelle à la banque. Et un compte courant pour mes dépenses mensuelles. Tout sous mon nom seulement. Pas de bénéficiaire, pas de co-signateur, pas de moyen pour quiconque d'accéder à cet argent. Même si j'étais déclaré incapable, l'avocat que j'ai engagé s'est assuré que chaque compte était protégé par des instructions précises. En cas de maladie ou d'incapacité, la banque devait contacter mon avocat directement, et non aucun membre de la famille. Toute tentative de tutelle ou de procuration devrait d'abord passer par lui, et il avait des instructions strictes pour combattre chaque demande, comme si sa vie en dépendait. Ça m'a coûté $2000 de frais juridiques, mais ça valait chaque centime. Le déménagement dans le nouvel appartement était presque anticlimatique. Mes affaires ont à peine pris la moitié de l'espace disponible. Je me suis rendu compte combien de poids inutile je portais toutes ces années. Les meubles que je n'ai jamais utilisés, les vêtements que je n'avais pas portés depuis des décennies, les objets décoratifs qui n'ont recueilli que de la poussière. Ma nouvelle vie dans l'appartement a commencé par un silence que je n'avais pas connu depuis des années. Ce n'était pas le silence vide de la solitude, mais le silence total de la possibilité. Chaque matin, je me suis réveillé en sachant que cet espace était complètement à moi, que personne n'allait critiquer comment je l'ai décoré ou suggérer qu'il était trop grand pour moi. Mais je savais que le silence ne durerait pas, Jessica finirait par remarquer quelque chose, et je devais être prête pour ce moment. Au cours de la première semaine dans ma nouvelle maison, j'ai établi une routine. J'ai pris le petit déjeuner à la petite table près de la fenêtre, regardant la ville se réveiller. Je suis allé faire des promenades dans le parc voisin chaque matin, rencontrant d'autres femmes de mon âge, qui avaient également choisi l'indépendance. L'après-midi, je lisais ou regardais la télévision sans me demander quand la sonnette sonnait avec une autre visite occasionnelle de ma fille. J'avais donné mon nouveau numéro à mon avocat et à Emily. J'ai gardé mon vieux téléphone actif, mais je l'ai laissé dans un tiroir de table de nuit, en le vérifiant une fois par jour pour les messages de Jessica. Ils étaient prévisiblement faux. Maman, je suis passé chez toi aujourd'hui, mais tu n'étais pas là. Où es-tu? Maman, je dois te parler de ce qu'on a dit. Quand puis-je venir? Maman, j'ai peur que tu ne répondes pas à mes appels. Ça va? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'attendais quelques heures, parfois une journée entière avant d'envoyer des réponses courtes et vagues. Je vais bien, chérie. Occupé de quelques affaires personnelles. Rien qui lui ait donné de vraies informations. Rien qui la laisserait suivre ce que je faisais vraiment. 2 semaines se sont écoulées. Puis 3. Jessica a commencé à être impatiente. Ses messages sont devenus plus insistants, plus exigeants. Maman, je dois te voir. C'est urgent. Nous devons parler de votre avenir. Mon avenir. Comme si elle avait le droit de décider. C'est Greg qui est finalement arrivé à la maison ou ce qui était ma maison. Chris Foster m'a appelé un après-midi confus et légèrement alarmé. Madame Garza, il y a un homme qui prétend être votre gendre. Il demande à être laissé entrer.
Il dit qu'il doit récupérer certaines de vos affaires. J'ai expliqué que la maison n'est plus la vôtre, que nous avons acheté la propriété légalement, mais il insiste pour qu'il y ait une erreur. Il n'y a aucune erreur, monsieur Foster. La maison est complètement à toi maintenant. Mon beau-fils n'a pas le droit d'y être. S'il continue de vous déranger, appelez la police. Tu es sûr? Il semble très bouleversé. Absolument. Étage M. Foster, il est possible que d'autres personnes se présentent dans les prochaines semaines pour faire des réclamations similaires. Ne les laissez pas entrer. Tous les documents de vente sont en ordre. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai raccroché et je me suis versé un thé à la camomille avec des mains parfaitement stables. Il l'avait enfin découvert. Je me demandais combien de temps ça prendrait pour me trouver. La réponse était de moins de 2 heures. Mon vieux téléphone a commencé à sonner. Appel après appel de Jessica, de Greg, même d'après des chiffres inconnus que j'ai supposés être des amis ou de la famille qu'ils avaient recrutés pour leur cause. Je n'ai pas répondu. Je me suis assis dans mon nouveau fauteuil en buvant mon thé et j'ai attendu. Les messages ont commencé à s'accumuler. Je les ai écoutés ce soir-là, un par un, comme quelqu'un qui écoutait une pièce particulièrement mauvaise. Maman, qu'as-tu fait? Vous avez vendu la maison sans nous le dire. Comment peux-tu faire ça? La voix de Jessica oscille entre l'incrédulité et la fureur à peine contenue. Déborah, nous devons parler d'urgence. C'est très sérieux. Vous avez fait une terrible erreur. Greg essaie de faire autorité, mais ne réussit à paraître désespéré. Maman, réponds. Nous sommes si inquiets. Où habitez-vous? Pourquoi ne nous avez-vous pas dit que vous alliez vendre? Nous avions des projets. Nous avions parlé de votre avenir. Jessica encore, maintenant essayez l'approche de fille inquiète. Le dernier message a été le plus révélateur. Jessica avait cessé de faire semblant. Tu sais quoi, maman? Ça ne se tiendra pas. Cette maison était notre héritage. On a travaillé pour ça. On s'est occupé de toi qui t'attendais à être juste avec nous. Tu ne peux pas le vendre et garder tout l'argent. Nous allons nous battre légalement. Greg a déjà parlé à un avocat. Nous avons des droits. Des droits? Quel mot intéressant venant de quelqu'un qui avait prévu de me dépouiller. J'ai effacé tous les messages et éteint le téléphone. Je n'en aurais plus besoin. Le lendemain, Jessica est venue à l'hôpital où je travaillais depuis 40 ans. Elle m'a demandé en ressources humaines. Elle a demandé s'ils avaient une nouvelle adresse de contact dans mes dossiers. La superviseure de CAR, Hélène, qui me connaissait bien, a expliqué poliment que l'information était confidentielle et que si je n'avais pas partagé mon adresse avec elle, l'hôpital ne pourrait pas. C'est ma mère. Elle a 70 ans. Elle a vendu sa maison et personne ne sait où elle est. Elle pourrait être en danger. Jessica avait perfectionné son ton de fille angoissée. Ta mère a travaillé ici pendant 40 ans. Je la connais personnellement. C'est l'une des femmes les plus compétentes et intelligentes que j'ai jamais rencontrées. Si elle a décidé de ne pas partager son emplacement avec vous, je suis sûr qu'elle a ses raisons. Le superviseur ne s'est pas laissé manipuler. Je savais pour cette conversation parce qu'Hélène m'a appelé cet après-midi sur mon nouveau numéro en riant. Déborah, votre fille est venue aujourd'hui faire une scène. Tout va bien? Vous avez besoin d'aide? Tout va parfaitement bien, Hélène. Juste une fille qui ne peut pas accepter que sa mère a toujours le droit de prendre ses propres décisions. Un de ceux-là. J'en avais une semblable. Ils voulaient me mettre dans une maison pour récupérer ma maison. Je leur ai montré que je pouvais courir plus vite qu'eux. Elle a ri de ce rire profond que j'avais toujours aimé. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Oui. Je vous remercie, Hélène. Mais Jessica et Greg n'ont pas abandonné. Ils ont commencé à me chercher systématiquement. Ils sont allés partout où ils savaient que j'allais. L'église du quartier, le supermarché où j'avais fait mes courses pendant des années, la maison d'Ashley, ma nièce. Ashley m'a appelé inquiet. Tante Déborah Jessica était là. Elle dit que vous avez vendu votre maison et disparu. Qu'elle s'inquiète pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, Ashley. Je viens de prendre des décisions sur ma vie que Jessica n'aimait pas, mais ce sont mes décisions à prendre. Vous avez vendu la maison. Oui. Et tu vis quelque part seul.
Je vis très bien dans un endroit sûr avec mon argent protégé et ma tranquillité d'esprit intacte. Il y avait un silence. Ashley soupira. Jessica m'a demandé si je vous voyais essayer de vous convaincre d'emménager avec eux. Elle a dit que tu n'étais pas en sécurité à ton âge. Et qu'en pensez-vous? Je pense que tu es la femme la plus forte que je connaisse. Et si vous avez pris cette décision, c'était pour une bonne raison. Mais je pense aussi que Jessica est vraiment, vraiment bouleversée. Elle dit qu'elle va se battre légalement. Laisse-la. Elle n'a aucun motif légal. Que s'est-il vraiment passé? Jessica a toujours été compliquée. Je sais, mais ça semble plus sérieux. Je lui ai dit pas tout, mais assez. La conversation que j'ai entendue sur la tutelle, les plans de me manipuler, l'avocat corrompu prêt à les aider à me dépouiller de mon autonomie et de mes biens. Ashley était silencieuse depuis longtemps. Quand elle a finalement parlé, sa voix tremblait avec un mélange de colère et de tristesse. Je n'arrive pas à croire qu'elle en soit capable. C'est votre fille. C'est précisément pour ça que ça fait tant mal. Que allez-vous faire maintenant? Rien. J'ai déjà fait ce que je devais faire. J'ai protégé mes biens. J'ai obtenu mon indépendance. Et maintenant je vais vivre le reste de ma vie en paix. Ce que Jessica fait ou non n'est plus mon problème. Mais je savais que Jessica n'abandonnerait pas si facilement. Je la connaissais trop bien. Quand elle voulait quelque chose, elle ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce qu'elle l'ait reçu ou jusqu'à ce que la réalité la frappe assez fort pour la faire reculer. Et nous n'avions pas encore atteint ce point. 3 semaines de silence relatif sont passées. Elle n'a pas essayé de me contacter directement. Elle n'est pas venue aux endroits où elle me voyait. Ce silence m'a rendu plus nerveux que tous ces appels combinés. Ça voulait dire qu'elle préparait un regroupement, qu'elle préparait son prochain déménagement. Mon avocat m'a appelé un vendredi après-midi. Madame Garza, j'ai reçu une notification. Votre fille a déposé une requête en justice alléguant que vous vous souciez de votre bien-être mental et de votre capacité à gérer vos affaires financières. C'était exactement ce que j'avais entendu dans cette conversation il y a des mois. Le plan était toujours en marche, mais maintenant je n'avais plus rien qu'il pouvait prendre. Qu'est-ce que ça prétend? Que vous avez vendu votre propriété impulsivement et sans consulter votre famille. Que vous avez montré des signes de confusion et de déclin cognitif, que vous vous êtes isolé socialement et ne répondez pas aux tentatives de communication de votre fille unique. Elle demande une évaluation psychologique obligatoire et une audience pour déterminer si vous avez besoin d'une tutelle temporaire. C'est sérieux? Ça dépend du juge. Certains prennent ces demandes très au sérieux, surtout de la part de la famille directe. D'autres sont plus sceptiques. Nous devrons préparer une défense solide. Avez-vous des preuves que vous maîtrisez pleinement vos facultés? J'ai 40 ans d'expérience professionnelle en tant qu'infirmière. J'ai mes dossiers de retraite qui montrent que j'ai géré tous les papiers moi-même. J'ai le dossier complet de la vente de ma maison où j'ai signé chaque document pleinement au courant et avec un avocat professionnel. Parfait. Ça aide. Mais nous aurons aussi besoin d'une évaluation psychologique indépendante pour prouver votre capacité cognitive. Et il serait utile d'avoir des témoins qui puissent parler à votre état d'esprit actuel. Quand est l'audience? Dans 3 semaines. Mais avant cela, le juge a ordonné une visite d'un travailleur social à votre résidence actuelle pour évaluer vos conditions de vie. Bien sûr, il voulait voir où je vivais, comment je vivais, à la recherche de toute preuve de négligence ou d'incapacité à prendre soin de moi. Ça faisait partie de la stratégie que j'avais entendue il y a des mois. Jessica sait où je vis. Pas selon les documents qu'elle a déposés. Elle affirme n'avoir aucune connaissance de votre situation actuelle, qu'elle utilise comme preuve supplémentaire de votre prétendu déclin mental. Elle dit qu'une personne saine d'esprit ne disparaîtrait pas sans laisser une adresse à sa seule famille. Comme c'est pratique. Madame Garza, je dois vous demander quelque chose d'important. Votre fille a-t-elle raison? Des moments de vraie confusion, des manques de mémoire importants, quelque chose qu'elle pourrait utiliser contre vous? J'ai 70 ans, pas 30. Parfois, j'oublie où j'ai laissé mes lunettes ou ce que j'allais acheter au magasin, mais mon esprit est parfaitement clair. J'ai vendu ma maison parce que j'ai découvert que ma fille prévoyait de la voler. J'ai déménagé sans lui dire parce que je ne lui fais pas confiance. Ce ne sont pas les actions d'une personne confuse. Ce sont les actions d'une personne qui se protège. C'est exactement ce que nous dirons à l'audience. L'évaluation psychologique était 3 jours plus tard.
Le docteur Frank Evans était un psychiatre légiste ayant 30 ans d'expérience dans l'évaluation de la capacité mentale dans les affaires judiciaires. Il m'a donné des tests pour le raisonnement logique de la mémoire et l'orientation vers le temps et le lieu. Il m'a demandé de résoudre les problèmes de mathématiques pour me rappeler les listes de mots pour expliquer le sens des proverbes communs. Madame Garza, vos résultats sont bien supérieurs à votre âge. Il n'y a aucune preuve de déclin cognitif, de démence ou d'incapacité mentale. Votre mémoire à court et à long terme fonctionne parfaitement. Votre capacité de raisonnement est excellente. D'un point de vue clinique, vous êtes parfaitement capable de gérer vos propres affaires. Tu peux mettre ça par écrit? Je l'ai déjà fait. Mon rapport sera à la disposition du juge avant l'audience. Le travailleur social est arrivé chez moi un mardi matin. C'était une jeune femme, peut-être 35, avec une tablette dans la main et une expression professionnellement neutre. Madame Garza, je suis Sarah Harris, une assistante sociale assignée par le tribunal. Je dois vous poser quelques questions et observer vos conditions de vie actuelles. Entrez. Elle a marché lentement dans l'appartement, prenant des notes. Elle a vérifié la cuisine, la salle de bain, la chambre. Elle a ouvert le réfrigérateur et a vu qu'il était bien rempli de nourriture fraîche. Elle a vérifié la pharmacie et a vu mes médicaments organisés et mis à jour. Elle a noté que l'appartement était propre, organisé et décoré avec goût. Tu vis ici seul? Oui. Qui vous aide à faire les courses, à nettoyer et à préparer les aliments? Personne. Je le fais moi-même. Avez-vous des difficultés à accomplir ces tâches? Aucune. J'ai été infirmière pendant 40 ans. Je sais comment prendre soin de moi parfaitement. Pourquoi avez-vous déménagé de chez vous? Parce que j'ai découvert que ma fille avait l'intention de me le prendre en utilisant des moyens légaux douteux. J'ai vendu la propriété pour protéger mes biens, et j'ai emménagé ici pour avoir la paix. Sarah a regardé de sa tablette, ses yeux montrant un véritable intérêt pour la première fois. C'est une accusation sérieuse. C'est la vérité. J'ai entendu une conversation entre ma fille, son mari et un avocat discuter de la façon d'obtenir la tutelle sur moi en fonction de prétendus problèmes mentaux que je n'ai pas. J'ai pris des mesures préventives. Avez-vous des preuves de cette conversation? Ma parole, et le fait qu'ils font maintenant exactement ce qu'ils prévoient faire, déposer pour la tutelle basée sur de fausses prétentions d'incapacité mentale. Sarah a écrit pendant plusieurs minutes. Puis elle a posé plus de questions sur ma routine quotidienne, mes activités sociales, ma santé physique, mes finances. Je lui ai montré mes relevés bancaires, mes reçus de loyer, mes dossiers médicaux actualisés. Madame Garza, je dois vous dire que j'ai évalué des dizaines de cas comme ça. La plupart sont des situations réelles où une personne âgée a besoin d'aide, mais certains, elle a fait une pause, certains sont des parents qui essaient de prendre le contrôle des biens avant qu'ils soient légalement appropriés. Et à votre avis, quel est mon cas? Je pense que vous êtes parfaitement capable de vivre indépendamment et de gérer vos propres affaires. Mon rapport le reflétera. 2 semaines plus tard, mon 70e anniversaire est arrivé. Je n'avais pas prévu de fêter ça. L'idée de célébrer tout en faisant face à une bataille légale avec ma propre fille semblait absurde, mais Ashley a insisté, « Auntie, vous ne pouvez pas laisser Jessica voler votre anniversaire, aussi. Allons déjeuner. Juste nous deux si vous voulez, mais vous devez fêter le passage à 70 et être toujours en charge de votre propre vie. » Elle avait raison. Donc, j'ai accepté, mais avec une condition. Je choisirai le restaurant et je lui donnerai l'adresse ce matin-là. Je ne voulais pas risquer Ashley de dire quelque chose accidentellement à Jessica. J'ai choisi un petit restaurant du centre-ville près de mon appartement, un endroit confortable avec de la bonne nourriture et une atmosphère calme. Je suis arrivé tôt et j'ai demandé une table près de la fenêtre. Ashley est arrivée à temps avec un petit gâteau au chocolat et un câlin sincère. Joyeux anniversaire, tante. 70 ans d'être la femme la plus forte que je connaisse. Nous avons commandé de la nourriture, discuté de sa vie, ses plans de voyage qui s'étaient finalement réunis. C'était sympa d'avoir une conversation normale sans tension, sans agenda caché. On était sur le point de commander du café quand j'ai vu quelque chose qui a refroidi mon sang. Jessica marchait dans le restaurant avec Greg. Ce n'était pas une coïncidence. La façon dont Jessica a scanné le restaurant, la façon dont Greg a marché un demi-pas derrière elle, le regard de détermination sur son visage. Ils m'avaient cherché, et ils avaient découvert où je serais. J'ai les yeux fermés sur Ashley, qui est devenue tout de suite pâle.
Tante, je ne l'ai pas fait. Elle m'a appelé ce matin pour me demander si j'avais des nouvelles de toi. Je lui ai dit non, mais sa voix s'est brisée. Elle a vérifié mon téléphone. Elle a dû le faire pendant que j'étais aux toilettes chez elle hier. Elle a vu vos messages. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Jessica était déjà à notre table. Maman, quelle surprise de te trouver ici. Sa voix dégoulinait de sarcasme. Célébrer ton anniversaire avec Ashley, mais pas avec ta propre fille. Je ne suis pas surpris que tu sois venu sans invitation. Ça semble être ta spécialité dernièrement. Greg a tiré une chaise de la table suivante, et ils se sont assis sans attendre la permission. Ashley m'a regardé avec plaidoirie, clairement mal à l'aise, mais sans savoir comment gérer la situation. On doit parler de beaucoup de choses. Jessica a mis son sac sur la table comme quelqu'un qui marquait le territoire. Nous n'avons rien à dire. C'est pas vrai. Comment avez-vous vendu la maison familiale sans nous le dire? Comment avez-vous disparu pendant des semaines sans explication? Que diriez-vous du fait que vous agissez complètement irrationnel? Irrationnel. J'ai répété le mot lentement. C'est intéressant que vous utilisiez exactement la même terminologie que votre avocat dans les papiers que vous avez déposés au tribunal. Son visage s'est tendu pendant une fraction de seconde avant de retrouver son sang-froid. J'ai déposé ces papiers parce que je m'inquiète vraiment pour toi. N'importe quelle fille le ferait. Une fille qui voulait voler à sa mère, tu veux dire? Ashley a gâché. Greg s'est déplacé inconfortablement dans sa chaise. Jessica, cependant, tenait mon regard. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Je sais pour l'avocat à qui vous avez parlé. Je sais pour le plan d'obtenir la tutelle sur moi. Je sais que vous aviez prévu de me faire déclarer incompétent pour prendre le contrôle de mes biens. La seule chose que tu ne savais pas, c'est que je l'ai découvert avant que tu puisses le faire. Le silence qui suivit était lourd. Les dîners aux tables voisines avaient cessé de parler et nous regardaient discrètement. Le serveur se dirige vers nous avec du café tourné autour. Tu es paranoïaque, dit Jessica. C'est exactement le genre de pensée qui prouve que vous avez besoin d'aide. Imaginer des conspirations, croire que ta propre famille veut te faire du mal. Ce n'est pas paranoïaque quand c'est vrai, et je n'avais pas à l'imaginer. Je l'ai entendu directement de ta bouche. Greg est venu pour la première fois, Déborah. Je comprends que tu sois contrarié, mais tu dois voir ça de notre point de vue. Vous avez vendu une propriété de près de 200 000 $ sans consulter personne. Vous avez déménagé sans laisser d'adresse. Tu ne réponds pas aux appels. C'est troublant pour quelqu'un de ton âge. Un comportement inquiétant. C'était ma maison achetée avec mon argent construit avec mon travail. Je n'avais besoin de consulter personne pour le vendre. Et j'ai déménagé sans quitter une adresse précisément parce que je savais que tu allais venir faire ça. Manipulez-moi, appuyez-moi, essayez de me contrôler. Jessica avait changé de voix, celle qu'elle utilisait pour me convaincre de quelque chose. Nous voulons juste ce qui est le mieux pour vous. Tu es notre mère. On t'aime. Si tu m'aimais, tu respecterais mes décisions. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas engagé un avocat pour me dépouiller de mon autonomie. C'est votre version des événements. Une version déformée par Jessica à chercher les bons mots, par votre âge, par le stress de vivre seul, par la confusion naturelle qui vient avec vieillir. Là encore, c'était le récit soigneusement construit. Chaque mot choisi pour peindre une image d'une vieille femme confuse, pas une femme intelligente, protégeant ce qui lui appartenait. Je ne suis pas confus, Jessica. Je suis plus clair que je ne l'ai été depuis des années. Et ce que je vois clairement, c'est que tu comptes me voler tout sous prétexte de prendre soin de moi. Personne n'allait te voler quoi que ce soit. La voix de Jessica s'est levée. Plusieurs têtes se tournèrent ouvertement vers nous. Cette maison était votre héritage pour nous, pour votre famille. Tu l'as vendue et gardé tout l'argent. Et la vérité n'était finalement pas déguisée. C'était mon argent, Jessica, pas ton héritage. Pas avant de mourir. Et apparemment tu ne peux pas attendre aussi longtemps. Ne dis pas ça. C'est horrible. C'est horrible. Tu sais ce qui est horrible? Avoir votre propre fille vous espionner, planifier de vous déclarer incompétent, et engager des avocats corrompus pour vous dépouiller de tout ce que vous avez travaillé 40 ans pour construire. C'est horrible. Greg s'est penché vers l'avant, les mains attachées sur la table.
Écoute, Déborah, soyons pratiques. Vous avez vendu la maison. Bien, mais c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un de ton âge à gérer seul. Tu pourrais te faire arnaquer. Tu pourrais faire de mauvais investissements. Tu pourrais tout perdre. Laissez-nous vous aider à le gérer. On peut ouvrir un compte commun. Je peux vous conseiller sur les investissements. On s'assurera que vous êtes en sécurité. Pour qui? Pour moi ou pour toi? Pour tout le monde. Nous sommes de la famille. La famille ne veut pas se trahir. Jessica a frappé sa paume sur la table, faisant le hochet d'argenterie. Assez. C'est ridicule. Maman, tu viens avec nous. On va chez toi. Tu feras tes affaires et tu viendras vivre avec nous où on pourra s'occuper de toi correctement. Je ne vais nulle part avec toi. Je ne demande pas. Je vous le dis. Et je te le dis, tu n'as aucun droit sur moi. Je suis une femme adulte d'esprit sain et je prends mes propres décisions. L'audience est dans 5 jours. Greg a dit, le juge va entendre toutes les preuves que nous avons. Les voisins de votre ancienne maison qui ont dit vous avoir vu désorienté. Le personnel de l'hôpital qui a remarqué des changements dans votre comportement avant votre retraite. Tout est documenté. Des mensonges. Chaque mot était un mensonge soigneusement planté. Les témoignages qu'ils ont probablement fabriqués ou manipulés pour construire leur cas. Qu'ils présentent ce qu'ils veulent. J'ai mes propres preuves. Des évaluations psychologiques prouvant ma capacité mentale complète. Rapport du travailleur social confirmant que je vis indépendamment sans aucun problème. Et surtout, j'ai la vérité. La vérité? Jessica riait amèrement. Votre vérité est que vous êtes têtu, refusant d'accepter que vous avez besoin d'aide. Ce n'est pas la vérité, maman. C'est ton ego qui refuse d'admettre que tu ne peux plus tout faire seul. Je me suis levé. Ashley se leva immédiatement, se plaçant à mes côtés dans un geste silencieux de soutien. Je fais des choses seule depuis 70 ans, Jessica. J'ai élevé une fille seule après la mort de ton père. J'ai construit une maison seule. J'ai fait mon chemin dans une profession seule. Et je finirai mes jours seul si ça veut dire garder ma dignité intacte. Maman, s'il te plaît. Pour la première fois, la voix de Jessica trembla de quelque chose qui aurait pu être une véritable émotion. Ou peut-être que c'était juste la frustration que son plan s'était effondré. Ce n'est pas nécessaire. On peut réparer ça. Nous le pouvons. Tu peux. Quoi? Tu peux arrêter d'essayer de me contrôler? Pouvez-vous respecter que je sois le propriétaire de ma propre vie? Non, Jessica, tu ne peux pas parce que tu ne m'as jamais vu comme une personne ayant le droit de choisir. Vous ne m'avez vu que comme une ressource que vous hériteriez. J'ai sorti mon portefeuille et laissé 3 billets de $20 sur la table, assez pour couvrir ma facture et celle d'Ashley avec un bon conseil. Joyeux anniversaire, j'ai dit sans émotion. Ashley, allons-y. Ce n'est pas fini, Greg a dit, debout aussi. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Allez-y. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Pendant que tu préparais comment me voler, je me protégeais déjà. L'argent est investi dans des comptes que vous ne pouvez pas toucher. Mon appartement est détenu par une LLC dont je suis le seul bénéficiaire, et j'ai des instructions juridiques claires sur ce que faire si vous essayez de me faire déclarer incompétent. Ça ressemble à de la paranoïa, maman. Tu ne vois pas? Ça ressemble à de l'intelligence, chérie. Quelque chose que tu as clairement sous-estimé en moi. Nous sommes sortis du restaurant sous le regard de tous les présents. Les 5 jours avant l'audience étaient les plus longs de ma vie. Pas par peur, mais par anticipation de pouvoir enfin dire ma vérité devant quelqu'un ayant l'autorité de faire comprendre à Jessica et Greg qu'ils avaient perdu. Mon avocat, Monsieur Clark, m'a bien préparé. Nous avons examiné chaque détail de mon dossier, chaque document, chaque élément de preuve. Il m'a appris à rester calme, quelles que soient leurs accusations, à répondre avec clarté et précision, à ne pas me laisser provoquer émotionnellement. Ils vont essayer de te peindre comme une vieille femme confuse et tenace, il m'a prévenu. Leur stratégie dépend du fait que le juge vous considère comme une personne incapable de prendre des décisions rationnelles. Tu dois prouver le contraire avec chaque mot que tu dis. Ce ne sera pas difficile. Je dois juste être moi-même. Exactement. Sois toi-même. La femme qui a bâti une vie à partir de rien, qui a travaillé 40 ans comme infirmière, qui a pris des décisions intelligentes pour protéger ses biens.
C'est la femme que le juge doit voir. Le matin de l'audience, je me suis bien habillé. Un costume gris que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. Discret mais élégant, confortable mais formelle chaussures, maquillage léger qui a mis en évidence mon visage sans exagération. Je voulais ressembler exactement à ce que j'étais, une femme de 70 ans en pleine maîtrise de ses facultés. Je suis arrivé au tribunal une demi-heure plus tôt. Monsieur Clark était déjà là pour examiner les documents dans sa mallette. Il m'a accueilli avec un sourire rassurant. Prêt? Plus que prêt. Jessica et Greg sont arrivés 15 minutes plus tard avec leur avocat, un homme dans la cinquantaine avec un costume cher et l'expression d'un requin. Il s'appelait Henry Fisher, selon sa plaque. Ils ne m'ont pas regardé directement, mais je pouvais sentir leurs yeux me calmant, cherchant tout signe de faiblesse qu'ils pouvaient exploiter. La salle d'audience était petite, formelle, avec des murs en bois sombre et l'odeur du vieux papier. Le juge entra précisément à temps, un homme dans les années 60 avec des cheveux gris et des lunettes épaisses. Il s'est présenté comme le juge Edouard. Bonjour. Nous sommes ici pour évaluer la demande de tutelle temporaire déposée par Madame Jessica Miller au sujet de sa mère, Madame Deborah Garza. Nous allons procéder avec le témoignage. Monsieur Fisher, vous pouvez commencer. Henry Fisher s'est tenu et a commencé sa présentation avec une voix ferme et autoritaire. Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui parce qu'une fille inquiète a remarqué des changements alarmants dans le comportement de sa mère. Madame Deborah Garza, âgée de 70 ans, a pris des décisions financières impulsives et irrationnelles qui mettent son avenir en danger. Elle a vendu sa propriété familiale d'une valeur de près de $200 000 sans consulter sa seule famille. Elle a déménagé sans laisser d'adresse de contact. Elle a coupé la communication avec sa fille. Ce comportement suggère un déclin cognitif et un besoin de supervision. Je me suis assis tranquillement, les mains repliées sur mes genoux. Monsieur Clark m'avait prévenu que ce serait leur approche. Laissez-les parler d'abord, montrez-leur la main avant de présenter notre défense. Nous avons le témoignage de voisins qui ont signalé un comportement erratique. Madame Garza a été vue errer dans son quartier à des heures impaires. Elle semblait confuse quant au jour où c'était. Elle a oublié les conversations qu'elle avait eues quelques jours auparavant. Tous, mais ils ont parlé avec une telle conviction que quelqu'un qui ne me connaissait pas pourrait les croire. De plus, votre honneur, l'isolement social est un symptôme classique du déclin mental chez les personnes âgées. Madame Garza a rejeté toutes les tentatives de sa famille pour l'aider à maintenir le contact, même pour savoir où elle vit. Ce rejet du soutien familial est profondément troublant. Le juge a écouté attentivement, prenant des notes occasionnelles. Son expression était neutre, impossible à lire. Nous demandons que la tutelle temporaire soit accordée à ma cliente pour protéger les intérêts de sa mère. Il ne s'agit pas de la contrôler. Il s'agit de s'assurer que les décisions qu'elle prend sont dans son meilleur intérêt et qu'elles sont supervisées par quelqu'un qui l'aime et qui s'occupe d'elle. Quand il a fini, le juge s'est tourné vers Monsieur Clark, la défense. Mon avocat s'est levé calmement, sans hâte. Votre honneur, ce que nous venons d'entendre est une narration soigneusement construite pour justifier la prise de contrôle d'une femme parfaitement capable. Mon client n'est pas une vieille femme confuse. Elle est une professionnelle retraitée avec 40 ans d'expérience en tant qu'infirmière ayant une histoire impeccable de gérer ses propres affaires et avec sa capacité mentale entièrement intacte. Il a placé plusieurs documents sur le banc du juge. Ici nous avons l'évaluation psychologique du Dr Frank Evans, un psychiatre légiste certifié par le Conseil. Les résultats montrent que Madame Garza possède des capacités cognitives bien supérieures à la moyenne pour son âge. Il n'y a aucun signe de démence, de déclin mental ou d'incapacité à prendre des décisions. Le juge a examiné attentivement les documents. Nous avons également le rapport de la travailleuse sociale Sarah Harris, qui a visité la résidence actuelle de ma cliente et a trouvé sa vie complètement indépendante dans des conditions optimales. Son appartement est propre, organisé et bien entretenu. Elle gère ses propres finances, ses propres repas et ses soins personnels sans aucune difficulté. Monsieur Clark s'est arrêté, laissant l'information couler. La vérité, votre honneur, c'est que Madame Garza a découvert que sa fille avait l'intention de prendre le contrôle de ses biens en utilisant le mécanisme exact que nous voyons aujourd'hui, une requête de tutelle basée sur de fausses allégations d'incapacité. Elle a pris des mesures préventives intelligentes et parfaitement rationnelles pour protéger ce qui lui appartient. C'est absurde, Henry Fisher a interrompu. Mon client n'aurait jamais, le juge leva la main. Laisse-le finir, conseiller. Merci, votre honneur.
Mon client est prêt à témoigner sous serment de ce qu'elle a entendu, mais au-delà, les faits parlent d'eux-mêmes. Une femme qui peut planifier et exécuter la vente d'un bien, qui peut effectuer des recherches et déménager dans une nouvelle résidence appropriée, qui peut gérer des investissements financiers complexes, n'est pas une femme qui a besoin d'un tuteur. C'est une femme qui a besoin de sa famille pour respecter son autonomie. Le juge m'a regardé directement pour la première fois. Madame Garza, j'aimerais avoir de tes nouvelles. Pouvez-vous m'expliquer par vos propres mots pourquoi vous avez vendu votre maison? Je me suis levé. Ma voix est sortie ferme, claire et stable. Je l'ai vendue, votre honneur, parce que j'ai entendu ma fille et son mari planifier exactement cela. J'ai entendu une conversation où ils ont discuté avec un avocat comment obtenir la tutelle sur moi, comment fabriquer des preuves d'incapacité mentale, comment prendre le contrôle de mes biens. Je n'allais pas attendre qu'ils exécutent ce plan. Alors, je me suis protégé. C'est un mensonge. Jessica a sauté à ses pieds. Maman, comment peux-tu dire ça? On ne ferait jamais ça. Silence. La voix du juge était forte. Madame Miller, asseyez-vous. Madame Garza, continuez. J'ai travaillé pendant 40 ans comme infirmière à l'hôpital général. J'ai élevé ma fille seule après avoir été veuve. J'ai acheté des terres et construit ma maison avec mon propre argent brique par brique. J'ai défendu cette propriété dans un procès qui m'a coûté 2 ans et 32 000 $. Je ne suis pas une femme qui prend des décisions impulsives. Votre honneur, chaque décision que j'ai prise dans ma vie a été calculée et réfléchie. Et votre fille, vous ne croyez pas qu'elle pourrait s'inquiéter pour vous? Si elle était vraiment inquiète, elle aurait respecté ma décision de vendre. Elle aurait demandé comment elle pouvait m'aider pour le déménagement. Elle aurait célébré que j'avais assuré mon avenir financier. Au lieu de cela, elle a engagé un avocat et déposé une demande de tutelle. Ce ne sont pas les actions d'une fille inquiète, votre honneur. Ce sont les actions de quelqu'un furieux parce qu'ils ont perdu accès à un héritage qu'ils considéraient déjà comme le leur. Le silence dans la pièce était absolu. Le juge m'a étudié pendant un long moment. Monsieur Fizet, avez-vous des preuves concrètes du déclin mental que vous prétendez être des évaluations médicales, des rapports documentés, autre chose que des témoignages anecdotiques? Henri Fischer a échoué pour la première fois. Votre honneur, nous avons les déclarations de voisins qui ont des déclarations de voisins qui l'ont vue confuse. Avez-vous fait une déclaration sous serment de ces voisins, des noms vérifiables et des contacts? Nous sommes en train de où ces témoignages que votre client vous a transmis d'occasion? Votre honneur, c'est commun dans ces cas. Répondez, maître. Avez-vous une déclaration sous serment vérifiable ou non? Pas en ce moment, votre honneur, mais nous pouvons les obtenir si donné. Le juge a fermé le dossier devant lui avec un bruit aigu. Le juge s'est penché sur sa chaise, en regardant de l'avant entre Jessica et moi. Puis il parlait d'une voix qui ne laissait aucune place à l'interprétation. J'ai examiné toute la documentation présentée. L'évaluation psychologique de Madame Deborah Garza montre une pleine capacité mentale. Le rapport de la travailleuse sociale confirme qu'elle vit de façon indépendante sans aucun problème. Ses dossiers financiers démontrent qu'elle gère ses affaires de façon responsable. Je ne vois aucune preuve concrète pour justifier une tutelle, pas même temporaire. Jessica est devenue pâle. Greg a saisi le bord de la table. Ce que je vois, a poursuivi le juge, c'est une femme de 70 ans qui a pris des décisions intelligentes pour protéger ses biens de ce qu'elle percevait comme une menace. Que cette perception soit exacte ou non, le fait est qu'elle avait tous les droits légaux de vendre sa propriété, se déplacer où elle le voulait et gérer son argent comme elle l'entendait. Elle n'avait besoin de la permission de personne. Le juge a regardé directement Jessica. Madame Miller, je comprends que vous soyez inquiète pour votre mère, mais l'inquiétude n'est pas une base légale pour dépouiller une personne compétente de son autonomie. Votre mère a prouvé qu'elle est en pleine maîtrise de ses facultés. Cette demande de tutelle est rejetée. Le son du gave résonnait dans la pièce comme un dernier coup de tonnerre. Affaire rejetée. Vous êtes excusé. Je suis sorti de ce tribunal avec la tête haute. Jessica et Greg sont restés dans leur siège, gelés comme des statues, regardant un monde qui s'était effondré autour d'eux. Je ne suis pas revenu pour les regarder. Je n'avais plus rien à dire. Dans la rue, Monsieur Clark m'a serré la main avec un vrai sourire. Vous avez parfaitement géré ça, Madame Garza. Ça n'aurait pas pu aller mieux. Je vous remercie, Monsieur Clark, pour tout. Que allez-vous faire maintenant? Vivre? Ne vis pas.
Et c'est exactement ce que j'ai fait. Les jours se sont transformés en semaines. Des semaines en mois. Jessica a essayé de me contacter 3 fois au cours du premier mois suivant l'audience. Des messages textos entre la mendicité et les accusations. Je les ai tous ignorés. Finalement, elle a arrêté d'essayer. Ashley m'a rendu visite toutes les 2 semaines. Elle m'a dit que Jessica et Greg devaient emménager dans un petit appartement parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre le loyer de leur maison précédente. Que les enfants ont demandé pour moi, mais Jessica leur a dit que grand-mère était malade.